Il faut être honnête et expliquer à la population israélienne que le Hezbollah est un phénomène qui va durer, alors je ne sais pas encore combien de temps, mais qui, du moins, les prochaines années, le Hezbollah continuera à exister et continuera à poser une menace, du moins sur notre frontière nord. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jonathan Keller. Jonathan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Avec vous, bien entendu, je voudrais qu'on fasse le point sur les derniers développements militaires, sécuritaires au sud Liban, avec cette annonce importante ce matin. Bien entendu, une double annonce, la mort d'un soldat israélien qui a été tué à nouveau par un drone explosif, mais aussi la conquête par l'armée israélienne du château du Beaufort. Alors d'abord, il faut expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas vécu peut-être la première guerre du Liban en 1982, ce que représente le château du Beaufort, ce que c'est sur le plan stratégique et ce que ça représente même sur le plan historique. Ouais, alors le château du Beaufort, la forteresse du Beaufort, c'était effectivement peut-être le symbole de cette longue guerre du Liban qui a commencé en 82 et qui s'est terminée en 2000 lorsque Barak a décidé de retirer nos troupes du Liban. D'ailleurs, il y a même un film un peu hollywoodien sur la présence de Tsahal au Beaufort. Et c'était effectivement l'avant-poste au sud Liban. C'est un terrain dominant qui vous donne une vue panoramique de toute la région au nord du Litanie. Donc effectivement, c'est un point stratégique d'importance, du moins lorsque l'on cherche à envahir ce terrain. Mais cela, effectivement, a tout à fait une symbolique historique. Alors, la première question que je voudrais poser, on parle beaucoup des forces terrestres israéliennes. Là, dans le cas précis, ça a été mentionné, ce sont les commandos Golani qui ont conquis le château du Beaufort, comme c'était les commandos Golani qui avaient conquis le château du Beaufort en juin 82. Pourquoi, et c'est une question que beaucoup d'Israéliens se posent, pourquoi finalement on a attendu tant de temps avant de le conquérir et pourquoi l'armée israélienne n'a pas bombardé systématiquement des zones comme celle-là qui surplombent, on va dire, le nord du pays? Alors, le Beaufort a peut-être une importance lorsqu'on regarde à l'intérieur du Liban. Il a moins d'importance au niveau du terrain dominant qu'il offre pour créer des opérations offensives vis-à-vis du territoire israélien. Donc, il a une importance offensive pour Tsahal, moins défensive. On bombarde un certain nombre de points forts du Hezbollah depuis de longs mois. Il y en a de moins en moins, donc nos cibles se réduisent le temps courant. On bombarde surtout des entrepôts d'armes ou certains sites appartenant ou des sites logistiques appartenant au Hezbollah, toujours évidemment confinés dans cette région du Sud-Liban ou même du Sud-Liban, même au nord du Litanie, avec moins de tirs vers Beyrouth ou vers la région de l'Abqa. Ça fait partie un peu de l'entente que nous avons avec les Américains. C'est-à-dire, on peut continuer à bombarder des zones au sud Liban, mais pas la Beka libanaise ou alors le quartier de la Dakhia à Beyrouth. Alors, on le fait, mais on le fait un peu au compte-gouttes. Mhm. Lorsqu'il s'agit soit d'éliminer un commandant d'importance, soit de détruire un éventuel trafic d'armes qui pourrait nous poser problème, ce genre de choses. On le fait, mais on le fait de façon moins quotidienne que effectivement ces tirs d'entrepôts d'armes et de caches d'armes dans le sud du Liban. Alors, on avait l'impression que le Litanie allait servir de frontière et de limite nord de cette zone de sécurité. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ce n'est plus le cas. Donc, il n'y a officiellement plus de cessez-le-feu. Ce qui se passe, c'est que les deux parties essayent de raviver un peu leurs opérations, d'augmenter le rythme de leurs activités offensives. Que ce soit Israël qui effectivement a dépassé le Litanie, on a parlé d'avancée de troupes vers Marjayoun, on a parlé du Beaufort, et que ce soit le Hezbollah qui, je vous rappelle, hier a tiré non plus sur la frontière nord, mais aussi sur des villes comme Akko ou Tzfat. Donc il a élargi aussi la portée de ses frappes. Oui, mais il a frappé, et pas seulement avec des drones, avec des roquettes, des missiles. Est-ce que il s'agit du chant du cygne du Hezbollah, ou alors est-ce que c'est tout simplement une intensification qui va continuer à s'amplifier au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Je crois que la réponse à la question se trouve ni au Liban ni en Israël, mais plutôt à Washington. Tout le monde attend cet accord dont on parle avec l'Iran.
qui pourrait mettre fin ou imposer aux deux parties un cessez-le-feu s'il y arrive entre Israël et le Liban. Et donc les deux parties, pour l'instant, essaient d'intensifier effectivement leurs activités en vue d'un éventuel accord qui mettrait fin à ce conflit. Ah, on parle d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, mais on parle aussi de négociations entre Israël et le Liban. Et ce matin, je lisais dans la presse israélienne, on le mentionnait en évidence, le fait que plusieurs, on va dire experts, même sécuritaires, affirment que finalement, la seule solution au conflit actuel avec le Hezbollah, ce serait une solution, on va dire, de mixte entre la poursuite des attaques d'un côté et la signature d'un accord entre le Liban et Israël qui permettrait par exemple de renforcer l'armée libanaise, leur permettrait peut-être de, dans un cas qui paraît peut-être aujourd'hui utopique, de désarmer le Hezbollah. Ça vous semble plausible? Alors, vous faites référence à l'article d'hier de Ron Ben-Ishai, qui Voilà, est c'est un ça. des analystes les plus réputés en Israël sur la question, et surtout sur la question du Liban. Il a lui-même fait partie des forces lors de la première guerre du Liban, Il était correspondant de guerre, et, effectivement. et qui effectivement a appelé un peu un mix entre des opérations militaires, mais qui sont un peu différentes de celles que l'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont plus localisées, plus des opérations de commando, plus des opérations à la pincette. Euh, D'un autre côté, essayer enfin de trouver un accord avec le gouvernement libanais pour faire pression à l'intérieur du Liban sur la présence et puis l'importance politique, économique, sociale et ainsi de suite du Hezbollah au Liban. Oui, moi je crois, je l'ai dit depuis le début, je ne comprends plus ce qu'on fait au Liban aujourd'hui. Ce qu'il se passe, c'est que le pouvoir dissuasif qui avait été le nôtre suite au cessez-le-feu de 2024, c'est-à-dire suite à l'élimination de Nasrallah et du leadership du Hezbollah et à l'affaire des beepers, ce pouvoir dissuasif aujourd'hui se délite, puisque le Hezbollah, alors il n'est pas une fraction de ce qu'il avait été historiquement, mais il reprend un peu du poil de la bête, il se réorganise, il reprend aussi un peu en légitimité dans la population chiite libanaise, suite au redéploiement quand même de centaines de milliers d'habitants du sud Liban. Et donc, à chaque jour qui passe, on voit ce pouvoir dissuasif se déliter, alors que nous n'avons plus vraiment d'objectifs stratégiques. On ment à notre population du Nord en lui faisant croire que nous avons une baguette magique qui puisse mettre fin à ce phénomène que l'on appelle le Hezbollah. Or, nous n'avons pas de baguette magique. Et Mais donc, alors, je ne comprends plus vraiment ce qu'on fait. On devrait alors, effectivement essayer d'atteindre un accord. mais alors, que signifierait un accord qui serait signé entre l'État d'Israël et le gouvernement libanais si le Hezbollah ne le reconnaît pas? Finalement, est-ce que on serait à nouveau dans une sorte de cessez-le-feu qui n'en est pas un? Alors, il faut comprendre que surtout les fronts d'ailleurs, et sur le front iranien, et sur le front du Liban, et sur le front de Gaza, les cessez-le-feu n'en sont plus. La Pax Americana historique, qui permettait des paix plus ou moins durables de par le monde, avec des garanties de sécurité provenant de Washington, cette Pax Americana est bien morte et enterrée. Et aujourd'hui, les accords de cessez-le-feu, d'ailleurs on le voit aujourd'hui sur tous les fronts, ne sont en gros que des accords de diminution des intensités des conflits. Et donc, il faut être honnête et expliquer à la population israélienne que le Hezbollah est un phénomène qui va durer, alors je ne sais pas encore combien de temps, mais qui, du moins, les prochaines années, le Hezbollah continuera à exister et continuera à poser une menace, du moins sur notre frontière nord. Et donc, il faut, sur le long terme, adopter une stratégie à la fois politique et militaire pour qu'il soit le moins fort possible et pour qu'on soit capable de faire une pression Mais de différents angles sur les points forts de cette organisation terroriste. et ça sera ma dernière question. On remarque finalement qu'on se retrouve dans le même le même schéma, à la fois dans la bande de Gaza et au nord. C'est-à-dire que les deux ennemis d'Israël ne sont pas vaincus. Ils existent toujours, ils se sont affaiblis. Mais aussi, il y a un élément important, c'est le fait que l'armée israélienne est allé au-delà des frontières d'Israël et a conquis, par exemple, 60% de la bande de Gaza, et il est en train de conquérir, et l'armée israélienne est en train de conquérir, on va dire, une partie du Liban. C'est quand même assez stupéfiant, quand même, qu'on arrive à ce genre de situation. Je suis tout à fait d'accord, c'est assez stupéfiant. Là aussi, ça manque un peu de logique, à la fois de logique politique et de logique militaire. On pouvait comprendre l'idée d'avoir des avant-postes à l'intérieur du territoire ennemi pour empêcher, par exemple, ces infiltrations, comme on l'a connu le 7 octobre, ou comme on aurait pu le connaître de la part de l'unité de Redouane du Hezbollah.
Or, aujourd'hui, il ne s'agit plus de cela. Il s'agit de prendre le contrôle de 60. Netanyahu avait dit il y a quelques jours qu'on s'avançait vers les 70% de la bande de Gaza. Au Liban, pareil, nous avons dépassé le Litani. On essaie de faire pression sur nos ennemis, mais en faisant pression sur nos ennemis, on leur permet en fait de se réorganiser en tant que force armée. Et donc, je trouve que cela, je n'ai rien contre le fait d'occuper, même à long terme, un certain nombre d'avant-postes à l'intérieur du territoire ennemi, mais là, je comprends plus tellement quel est le principe ou quelle est la ligne directrice de nos activités militaires à l'intérieur du Liban ou à l'intérieur de Gaza. Eh bien, on va voir certainement comment les choses vont se décanter au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci beaucoup, Jonathan Keller, d'avoir été avec nous, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Merci de nous avoir expliqué ces derniers développements sur le terrain, donc dans le nord, on va dire plus exactement au sud Liban. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci, bonne journée.